Dans quel département on empoisonne les gens avec un pesticide qui est interdit dans le monde entier? Nulle part. Et dans quelle région de France et dans quel département il n'y a pas d'eau, par exemple? Nulle part. La société guadeloupéenne est très violente. En Guadeloupe, je la sens, la nature. C'est-à-dire que même quand je suis à Pointe-à-Pitre, je la sens. Ça se voit, c'est très simple. Quand les gens sont en dépression, première chose qu'ils font, c'est aller dans la nature. Moi, il y a un truc dans le rapport à la nature qui m'a toujours marqué, qui m'a toujours donné envie de tourner à Pointe-à-Pitre. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Bonjour, bienvenue dans Régénération Caraïbe, le podcast de la transition écologique dans la Caraïbe. Aujourd'hui, nous allons parler de Zion. Pour beaucoup, le Zion, c'est la nature, la campagne. Pour ceux qui écoutent du reggae, le Zion, c'est la terre promise. Mais Zion, cette année, c'est surtout un événement cinématographique qui parle de la vie en Guadeloupe sous un angle qu'on n'a pas l'habitude de voir, loin de la carte postale. Et pour en parler aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir avec nous le réalisateur du film, Monsieur Nelson Foy. Bonjour Nelson, Ça va? ça va très bien. Merci d'être venu. Bah, écoute, merci pour l'invitation. Alors aujourd'hui, tu sais, comme je t'ai déjà dit, on est dans un podcast qui parle de transition écologique. Mhm. Et peut-être que les auditeurs se demandent, mais pourquoi on parle de Zion? Alors, on n'est pas devenu une chaîne grand public qui allons parler de tout. C'est dans un but bien précis. Euh, c'est parler d'urbanité, parler de la ville euh, dans la Caraïbe, de parler de la jeunesse, du poids qu'il peut y avoir parfois dans le carcan de béton, et puis le rapport à la nature, parce qu'on le voit aussi dans ton film, la nature est là. Et j'avais une première question assez simple, mais peut-être pas si simple que ça. Ouais. Pourquoi Zion? Pourquoi Zion? Ouais. Zion, c'est venu comme une évidence, en fait, le titre. Parce que il y avait toute cette notion dans le film de raconter une Guadeloupe qu'on n'a pas l'habitude de mettre en avant, de mettre en image. Et ça venait justement en opposition, en contraste avec cette Guadeloupe-là qu'on met toujours en avant, qui est finalement simplement un décor et qui est cette Guadeloupe carte postale. Et donc Zion, pour moi, c'est un titre qui était pour moi très évocateur parce que, comme tu l'as dit en présentation, Zion pour les Rastas, c'est la terre promise, mais c'est aussi l'idéal d'un paradis sur terre, en fait, du retour à l'Afrique et d'un paradis sur terre. Et donc cette notion du paradis sur terre qui vient, hem, qui est en adéquation avec cette idée de carte postale finalement, en fait, vient en opposition avec la vie de beaucoup d'habitants de la Guadeloupe et de nos réalités sur le terrain qui sont souvent difficiles dans notre rapport à l'État français, au colonialisme, dans notre rapport, à, finalement à toutes nos problématiques sociales qui vont être le problème d'eau, chlordécone, criminalité, drogue, et donc pour moi Zion, le titre Zion, c'était ça, c'était, le paradis sur terre, là où finalement, beaucoup, ils vivent l'enfer, en fait. Mmh. OK, Voilà. donc c'est vraiment volontairement le contraste que tu as voulu mettre en avant. Oui, puis Zion, oui, ça sonne Caraïbes, c'est la Caraïbe. Bon, quand j'entends Zion, pour moi, je pense tout de suite à la Caraïbe. Ouais, ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, même la photo, l'affiche de ton film, alors je sais pas si tu en as fait plusieurs, mais celle que j'ai vue, tu vois surtout en fait, les arbres derrière les palmiers. Bon, il est sur sa moto, mais tu as l'impression d'être dans le Zion justement. C'est ça. C'est ça, c'est le contraste, en fait. J'ai fait qu'une affiche, j'en ai pas fait Mmh. plusieurs et c'est le contraste, ouais. C'est le contraste de l'arrière-plan qui fait Caraïbes, du coup, qui fait très, voilà, les palmiers, les cocotiers et cetera, le vert, beaucoup et lui qui est devant sur une moto, qui sent la rue, avec une arme dans la main et un bébé et donc je trouvais que dans cette affiche, il y avait tout. Ouais. Ça racontait tout et puis, en plus, j'ai beaucoup aimé le travail du graphiste, sur les couleurs, qui fait que finalement l'affiche elle est rouge, jaune, verte. C'est-à-dire que Exact. bon, son t-shirt est rouge et le fond est vert et jaune et voilà. Donc Ouais, ouais, il y avait vraiment ce rappel-là, des couleurs, Afrique, ah rasta. ouais, 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 et même je sais pas comment dire, mais on dirait même que l'atmosphère, ça tu as vraiment l'impression que ça pourrait être en Guyane ou c'est vraiment, tu sais, dans le Zion, Ouais, quoi. ouais, ouais. Et c'était important de montrer ça et pas de
parce que, c'est un montage la photo, donc le fond n'est pas le fond d'origine et le fond d'origine est dans le quartier, dans la cité. Le problème, c'est que dans la cité, on sait pas où est-ce qu'on est. C'est-à-dire que Oui, ça pourrait être n'importe où, ouais, quand je montrais la photo à quelqu'un, n'importe qui, disait, peut-être les États-Unis, peut-être, ouais, on sait pas, en fait. Que là, je voulais quand même marquer l'emplacement du film, là où ouais. elle se trouvait et tout de suite là, ça sonne l'affiche, elle fait Caraïbes. Et Zion d'ailleurs, c'est un terme international. Là, je fais un petit aparté, mais tu as prévu, de le sortir dans la Caraïbe, de rejoindre les autres îles? Moi, c'est ma volonté de toute façon que le film, il voyage au maximum. Après, c'est le travail du vendeur international, OK, ouais. donc c'est pas le mien. Le Il y a un travail qui se fait là, je suis pas ça de très près parce que moi, j'avance là, enfin, j'avance sur les prochains projets et ce sur quoi je peux avoir un impact et ça, je sais que je peux pas vraiment avoir d'impact donc là, je les regarde. Mais là, oui, je vais faire une avant-première en Afrique, bientôt là, donc je vais faire, Dakar et Abidjan. OK. Il va sortir du coup en Afrique, dans l'Afrique francophone en tout cas, donc ça, c'est déjà bien et puis là, il y a pas mal de festivals, de choses qui se passent où finalement le film passe en Colombie, en Équateur. Là, je pars, bientôt. OK. Canada là, je crois bientôt là aussi. L'Allemagne, Mmh. heu, la Guyane. Génial. Enfin, Guyane, il est déjà sorti en Guyane, mais bon, dans un festival. Donc voilà, ça fait son petit chemin et puis ça voyage, quoi Ouais, et ouais, c'est trop bien. voilà. Ouais. Et du coup, toi aussi, tu voyages? Moi, je voyage trop d'ailleurs. Ah ouais, Enfin là, là, ces prochains mois là, c'est beaucoup. C'est-à-dire OK. que ça me permet de voir des choses, de voir du pays. Alors l'Afrique, c'est sûr qu'il fallait que j'y aille de toute façon parce que c'est la sortie que je voulais, ça je m'y aide. Après pour tout ce qui est festival, je vais pas tous les faire, parce que j'ai besoin de me poser pour travailler. Il faut que Mmh. j'avance. C'est déjà sur les prochaines. Oui, bah oui, ouais, bah oui. Donc s'il y a vraiment quelque chose, un gros truc à faire pour pousser le film, je le ferai. Mais là maintenant, il faut que je me focus sur la suite. Excellent. Mmh. Et est-ce que le fait de voyager comme ça et peut-être aussi d'en parler énormément avec des personnes très variées, parce que ton film a eu un énorme succès, donc ça t'a amené, justement à en parler à fond, est-ce que ça a changé un peu ta perception, de ce qu'est la vie ici? Ou est-ce que ça t'a mis des choses en perspective De ce qu'est la vie ici, de ce que tu as représenté dans ton film? Ouais. ce qui m'a touché surtout, c'est les retours des Antillais, des Guadeloupéens, des Martiniquais. Même des Africains aussi, en France. Mais bon, c'est vrai, les Antillais, on ressent vraiment le soutien, que c'est un film qui les a touchés, que c'est un film qui les a marqués, que je compte pas le nombre de fois où les gens m'ont dit qu'ils ont été le voir 3 fois. Ah ouais. Donc ouais, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont été le voir 5 fois, enfin bon, Ah ouais, c'est des ouais, ouais, donc et puis à chaque fois que les Antillais viennent me parler de ce film, ils me disent merci. Donc voilà, j'en parle, ça me met ouais, c'est beau ça. des frissons parce qu'en fait, finalement, ça valide tout le travail et un peu la douleur qu'il y a eu aussi pour faire ce film. Ça a pas été facile. Ouais. Donc au final, quand on voit ça, quand on voit comment ils ont soutenu, comment ils ont porté le film, parce que c'est eux qui ont porté le film, bah, c'est à moi de leur dire merci parce que, voilà, en fait, c'est un échange, on fonctionne ensemble. Ouais, ouais, complètement. Mmh. Ouais, c'est sorti du petit noyau et finalement parce que vous avez fait énormément d'entrées, en très peu de temps. Ouais, C'est ça qui est bah, c'était la stratégie. C'est-à-dire que moi, je voulais absolument que le film sorte aux Antilles avant. Que ça sorte en France pour plusieurs raisons. Déjà parce que pendant des années, on a toujours eu les films en retard et que là, il y a un film qui vient de chez nous, donc c'est normal qu'on donne les premiers. Ça, c'est la première chose. Puis deuxième chose, stratégiquement parlant, c'était plus intéressant. Il fallait que, il fallait que le film sorte ici d'abord parce que je savais que le film allait avoir une résonance ici et que du coup, ça allait montrer à un hexagone que c'est un film qui fonctionne. Comme ils avaient fait un peu avec les ch'tis, dans le Nord et cetera. ah OK, Ils avaient fait sortir dans le Nord d'abord, ça avait extrêmement marché. Après, ils avaient ouvert à la France. Donc en fait, ça on laisse prendre et ensuite ouais. et puis je savais aussi, et puis je connais mon pays, je connais, je connais mon peuple, je sais comment il fonctionne. Je sais que je sais que les Antillais de France sont très connectés avec les Antilles, mais c'est pas l'in mais l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que les Antillais d'ici sont pas très connectés avec les Antillais de France.
Et donc du coup, C'est vrai. sortir le film là-bas, il n'a pas le même impact Oui, 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 complètement. dans l'autre sens. Alors que sortir ici, je sais automatiquement que tous les Antillais, tout Ils le monde, vont vouloir savoir c'est quoi et eux, ils sont au courant. ils sont tous au courant, ils attendent qu'une chose, c'est que ça sorte. Ouais, bah, ouais, c'est vrai. Donc voilà. D'accord. Et puis après, il y avait aussi le fait au début, on devait faire l'avant-première en Martinique d'abord par rapport aux disponibilités de Jamel, parce qu'on devait y aller avec Jamel. Ouais, Et moi, je me suis un peu battu aussi pour essayer pour leur dire qu'il fallait qu'ils sortent en Guadeloupe d'abord, parce que je connais aussi la, sen- la susceptibilité. J'ai dit, ça sort d'avant. c'est chez nous, il faut que ça sorte juste d'abord en Guadeloupe, après on va en Martinique, y a aucun problème, mais j'ai pas de conflit à ce niveau-là. C'est clair. OK. Excellent. Alors revenons un peu justement à cette thématique, tu sais, de la ville et versus la nature. Dans le film là, il y a la nature en fait, elle est très peu présente. On est vraiment en milieu urbain dense quoi, c'est les Pointe-à-Pitre, les abîmes, voilà. Mais elle est là quand même et je réalisais en fait les fois où on la voit la nature, c'est, quand il va voir son père. Mhm. Tu vas me corrige-moi si je me trompe, mais il y a Mhm. peut-être d'autres choses. Il va voir son père et sa belle-mère. Il est dans une case et là, en fait, là, on sent un petit moment La respiration. de respiration, mais la nature, elle est quand même, dense, quoi Oui. et elle est noire et tu te dis: «Bon, il y a des arbres, mais c'est comme tu ça te donne pas envie d'aller courir dans un bois, d'aller te faire une balade». Hem et et hem et l'autre fois où on voit la nature aussi, c'est alors j'ai oublié le nom du personnage, mais c'est le gars à qui il doit de Odell. l'argent, il doit Odell. Odell, c'est ça Oui. et qui est avec sa fille, Ouais. dans une petite case. Mhm. Je sais pas si c'est les grands fonds ou quoi, mais Non, on est vers Boissard là. OK, Ouais. ouais, d'accord et lui aussi, il est en campagne et donc il a la vie avec sa fille Et et il y a un énorme décalage, avec, les T-Max qui arrivent et le stress de la scène, tu vois? Mais quand même, le fait que ça soit la nature, tu te dis: «A priori, ça va être cool», ouais. tu vois? Ah ouais. Et comment toi, tu as construit ça? Tu y avais pensé à l'avance ou c'est juste comme instinctif, tu les as visualisés comme ça, ces scènes? Ouais, je les visualise, mais je voulais surtout pas tomber dans, en fait, je voulais vraiment orienter le film volontairement sur, un anti-carte postale. Donc du coup, c'était pas possible pour moi de sortir des plans où, qui fassent carte postale. Ah ouais, tu voulais ça télévision donnée. Non, c'était le principe du film. Ouais, ouais, ouais. C'est le principe du film de vraiment prendre ça à contre-pied. Donc je voulais ouais, non, je voulais pas filmer la plage. On voit la mer une fois, je crois. Ouais. Et C'est sur le port de Jarry, entre les containers, tout ça, où il y a une autre il y a ça, mais ça, c'est pas vraiment la plage, mais il y a un moment donné où il marche devant, il sort de chez son père, il va prendre l'air et c'est le seul moment où on voit un peu la mer, un peu floue, il exagère rapidement et puis tout de suite, il y a une voiture qui arrive et on retombe dans un truc un peu, et il rentre chez lui. Hem, Puis il y a beaucoup de nuit aussi dans le film. ouais, Après au fur et à mesure du film, on commence à plonger dans la nuit et puis après on est dans la nuit. Moi, il y a un truc dans le rapport à la nature, qui m'a toujours marqué, qui m'a toujours donné envie de tourner, à Pointe-à-Pitre. C'est, c'est ce côté, en fait, dans les quartiers de Pointe-à-Pitre et même dans Pointe-à-Pitre, de manière générale, c'est ce mélange entre l'urbanisme et la nature. Parce que c'est pas de l'urbanisme comme on va trouver en France. C'est pas la ville comme on va trouver ensemble. En France, c'est pas la cité comme on peut trouver à Bondy, à Montfermeil, ouais, c'est vraiment différent. Quand bien même il y a des vieilles baraques HLM, ouais, au milieu des baraques HLM, on trouve des flamboyants, exact. il y a des bananiers, il y a et ça, c'est un truc qui m'avait toujours marqué, heu, de voir ces arbres-là en plein milieu du béton, poussés dans le béton et c'est ça que je trouve, très particulier et très beau, en fait. C'est ce mélange, en fait, entre, les bâtiments patinés par l'air salin, par la pluie, par la chaleur et tout ça et puis ces arbres qui se trouvent en plein milieu comme ça, qui reprennent, un peu, leurs droits. Ouais, Non, ça c'est un truc que je trouve, ouais, donc c'est ouais, ouais, c'est très vrai. visuel. Ouais, c'est vrai que quand, par exemple, tu es à Bondy ou quoi, tu vois Non, pas jamais. ça. Non. Ouais, 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 À la limite, ça va être un arbre comme c'est par-ci par-là, mais il y a jamais comme ça non, la nature qui reprend le dessus, qui sort du sol, un bananier en plein milieu, enfin des bananiers même, des flamboyants qui flamboient au milieu des tours un peu grises. C'est ce contraste-là, je le trouve incroyable. c'est vrai et d'ailleurs, tu sais, l'invité qui était là, dans le dernier épisode
nous disait, elle vit dans Pointe-à-Pitre et elle fait des cueillettes sauvages. Mmh. Moi, je pensais qu'elle partait, tu vois, en campagne, tu vois? Qu'elle allait prendre des goyaves, comme ça. Elle me disait: «Non, en ville». En ville, elle se remplit des paniers et elle a son compte Insta là et c'est drôle, elle a des fruits à pain, Bien des sûr, il y a tout, ouais, il y a ouais, tout. Il y a tout dans Pointe-à-Pitre et puis il y a vraiment beaucoup de décors différents, il y a la cité évidemment, mais il y a aussi le centre de Pointe-à-Pitre qui est beaucoup plus ancien, un peu fait plus colonial, ouais. qui a parfois un petite ressemblance avec, Cuba, ou la Havane, tout ça. Heu, il y a vraiment des trucs super intéressants, Ouais et la mer est jamais très loin non plus? et la mer est pas loin. Ici, ouais. C'est vrai qu'on la voit un peu au début quand ils passent en moto et tout, on voit le bord de Oui, l'Orisis, oui. qui sont des endroits auxquels j'étais quotidiennement en fait, hein, quand j'habitais là, en fait. Donc quand je tourne à 200 mètres de chez moi, en fait. Bah, ouais, ouais. Donc ouais. Tu connais super bien. Ouais, ouais, bah, c'est les endroits, auxquels j'étais, je traînais, je faisais mon footing, où je sortais mes enfants, voilà. Et toi qui as vécu justement, bah, des 2 côtés aussi, hein, mais là, en l'occurrence à Pointe-à-Pitre, heu, est-ce que dans ton vécu personnel, tu sortais des fois, pour aller te ressourcer en nature? Est-ce que c'était une pratique que tu avais ou pas forcément? Ce qui est bizarre, c'est qu'en Guadeloupe, pas beaucoup. En Guadeloupe, pas beaucoup et je ressens plus le besoin quand je suis en France. Ah ouais? Ouais, en Guadeloupe, je la sens, la nature. C'est-à-dire que même quand je suis à Pointe-à-Pitre, je la sens. OK. Alors qu'en France, j'ai besoin d'y aller, dans la nature. Mmh. Après, en France, je suis à un endroit où je suis très proche de la forêt, d'un un grand étang, une base de loisirs et tout ça. Donc en fait, je sors de chez moi et je marche 2 minutes, je suis déjà dans une petite forêt et puis je peux me balader, quoi. Et moi, pour moi, c'est indispensable. C'est indispensable, je peux pas vivre dans Paris, par exemple. Ah ouais. Non, Ouais, ouais. impossible. Alors qu'ici, à Bergevin ou quoi, tu étais OK? Ouais, alors aujourd'hui, est-ce que, si je reviendrais à Bergevin, je pense pas, parce qu'à un moment donné, bon, on a envie aussi Prendre de l'air? ouais, prendre de l'air, de pas rester, dans un appart ou dans la cité ou voilà, peut-être déjà c'est sûr que là, j'aurais envie, je pense, d'avoir un jardin, d'avoir un truc pour mes enfants aussi. Mais mais avant, non, justement, non, j'avais besoin, en fait, de ce côté, urbain. Ouais. Mais en même temps, la nature me manquait pas en Guadeloupe parce que il suffit que tu sortes, tu marches un peu, tu as la mer et puis après tu roules 5 minutes et tu es déjà Ouais, dans la nature. Donc en fait, j'avais pas un tu manque, pas ce voilà. besoin-là, ouais. Et est-ce que, dans, les tes amis dans le quartier ou les jeunes autour et cetera, il y avait ces besoins-là ou ces pratiques de sortir en week-end, aller à la rivière? Parce qu'on voit quand même, souvent, des groupes de jeunes, tu vois? Même des ados qui viennent se poser au bord de l'eau, à la rivière, machin. Dans ton film, c'est super, c'est clair que non, bah, tu l'as dit, hein. Il y a personne qui va se promener à la Ouais, plage ouais, ou à la rivière. Mais dans la vraie vie, est-ce que, qu'est-ce que tu observais toi? je sais pas, je pense que ça dépend de pas mal de gens. Je pense que quand on rentre vraiment dans le ghetto, dans des quartiers durs et qu'on est dans des réalités qui sont, quand même, assez rudes. Je suis pas sûr que tous les week-ends ils aillent à la rivière, hein, clairement. Imagin c'est ça, ouais. Mais mais par contre, moi oui, j'avais des amis qui faisaient ça, qui sortaient pas mal, bah, mon associé aussi Axel qui lui va souvent se promener en nature, qui en a besoin, tout ça. Il y en a pas mal en Guadeloupe qui ont besoin de la nature, mais c'est vrai que, je sais pas si c'est un réflexe pour, vraiment dans les endroits où, finalement, peut-être que leur réflexe, ça va plus être, de temps en temps de sortir, faire une sortie bateau si ils ont la possibilité de le faire, pour aller chill, quelque part. Mais est-ce qu'ils vont vraiment, marcher en nature? Je pense que ça dépend de chacun. Mais Ouais, j'ai l'impression que ceux qui sont vraiment postés, et qui sont vraiment dans des endroits, dans des conditions très sociales très, très dures, j'ai pas l'impression qu'ils aient très souvent, ouais, qu'ils font très souvent. ouais. Je discutais là avec, un ami là qui est sur le Lamentin qui et il prend des jeunes en difficulté, donc tu sais, soit qui sont sortis de prison ou qui sont en réinsertion, machin et il fait des stages, des sorties bivouac
Ils les emmènent justement dans le Zion pendant 4-5 jours, mais en mode, vraiment, tu ton hamac, tu fais ton feu et cetera et ils disaient que il y en avait certains, ça leur faisait une transformation, Bien sûr. et Bah, donc le rapport à la nature, c'est quelque chose dont l'être humain a vraiment besoin. C'est-à-dire que je pense que les sociétés, occidentales qui, aujourd'hui se détachent beaucoup finalement des choses essentielles. Sur la nature, le rapport à la spiritualité, ça va avec en fait, hein. ouais, c'est vrai. C'est très connecté, fait qu'en fait on a des sociétés qui sont malades. Moi je trouve en tout cas j'ai une vision de la société occidentale très, très malade et parce que trop déconnecté de la réalité, et la réalité c'est la nature, la spiritualité, c'est les choses qui font que l'homme est un homme, quoi. Et aujourd'hui, vivre dans Paris par exemple, c'est vivre pour le travail, et vivre dans une mer de bitume et puis de temps en temps le week-end, peut-être sortir à la campagne pour respirer, Mmh. mais c'est pas suffisant. Ouais, Non, c'est pas ouais, ouais. suffisant. Et ici, il y a quand même un truc qui est particulier aussi, c'est qu'il y a 60 ans, il y avait pas ça, tu vois? Toutes les cités qu'on a Mmh. là derrière nous, tout, Grand Camp et cetera, Oui. il y avait pas ces cités-là, en fait et c'était, en fait, la Guadeloupe était super rurale, quoi et donc en fait, il y a pas besoin de remonter loin dans les générations pour tomber, sur les parents ou les grands-parents Bien sûr, qui, en fait, eux, ont connu toute leur enfance, bien sûr, en mode, voilà, la maison, le jardin, derrière et bien sûr, tu es très connecté, mais j'ai envie de dire que si on prend la France hexagonale, aussi presque, hein, parce qu'il y avait beaucoup plus de gens, remarque, c'est vrai, tu as raison aussi, hein. bah, oui, qui vivaient de manière rurale à l'époque qu'aujourd'hui. Ouais, Mais c'est vrai qu'on perd vraiment ça et du coup, je pense que l'être humain se perd vraiment là-dedans, hein. Le fait de se déconnecter de la nature et de la spiritualité, ça nous perd et de toute façon, ça se voit, c'est très simple. Quand les gens sont en dépression, première chose qu'ils font, c'est aller dans la nature. ouais. C'est Il y a pas d'autre chose, en fait, quand il y a plus rien à quoi se raccrocher, c'est les fondations qui nous remontent et les fondations, c'est ça. Ouais, ouais, Donc complètement. c'est la nature et la spiritualité, c'est 2 choses qui sont Ils liées. sont connectés et ça, tu vois, alors là, on est vraiment dans le quartier, Grand Camp, pas loin de là où tu as tourné, en fait. Tu Ouais, ouais. tourné un peu à Niort, hein? Mmh. Ouais, c'est ça. Bah, il y a 2 jours, il y a un jeune là qui enfin un jeune, je sais pas si c'est un jeune d'ailleurs, mais il y a eu, une personne, tuée par arme à feu dans sa voiture, à 500 mètres d'ici. C'est la 42e personne depuis le début de l'année en Guadeloupe. C'est hallucinant. J'ai l'impression, enfin, je suis pas expert de ça, mais j'ai l'impression que ça augmente. Vraiment beaucoup. Comment tu est-ce que tu imagines, une sortie de ça? Comment tu penses qu'on pourrait, évoluer là-dessus? Bah, moi, je crois qu'en fait, tout ça, c'est lié un peu, enfin, tout est corrélé, en fait. J'ai l'impression que ce dont on parle, la nature, la spiritualité, on s'en détache avec, la société capitaliste qui, nous écarte de tout ça et finalement met l'accent que sur des choses qui n'ont pas de relation réelle avec l'être humain, c'est-à-dire le profit, toutes ces choses-là. En fait, on se déconnecte des besoins de l'être humain et donc en fait, des sociétés qui sont de plus en plus inégales. Les inégalités sont grandes, plus les violences sont grandes. Quand on voit des augmentations comme ça de la criminalité, des meurtres par arme à feu, que c'est le cas cette année en 2025, je crois qu'on bat un record et je crois que la Martinique aussi, ça raconte quelque chose et ça raconte que la société va pas bien et si la société va pas bien, moi je vois des élus là qui commencent à parler d'équiper la police avec des drones, des ceci, des cela. Mmh. Ouais, ouais, C'est c'est tout. vous prenez le problème à l'envers les amis, complètement à l'envers. C'est pas du tout comme ça qu'on va régler, les problèmes de la pour régler des problèmes sociaux, il faut, se pencher sur l'être humain, c'est tout. Les gens, ont pas envie naturellement, l'être humain ne naît pas en se disant, que je vais vivre, en vendant de la drogue et en Non. prenant le risque de mourir à 25 ans. Ouais. Personne ne se dit ça. Je veux dire, les gens le font parce qu'ils sont dans cette obligation-là de le faire et parce qu'ils ont grandi là-dedans. Ils ont grandi dans des la société guadeloupéenne est très violente. Elle est très violente parce qu'elle est très dure. Ouais.
Les instits, ici, peuvent le dire, ça a rien à voir avec la France. Les histoires qu'on entend et que moi j'entendais, d'instits autour de moi, on n'entend pas ça en France. Des gamins qui ont des mamans qui se prostituent dans leur maison et qui, ça n'a rien là partout. Des histoires de viol, des histoires d'attouchement, d'inceste, c'est tellement commun, on croit que c'est exceptionnel, c'est pas du tout exceptionnel, pas du tout. Et donc au final, je veux dire tout ça, c'est dans quelle région de France et dans quel département, il y a pas d'eau, par exemple? Nulle part. Dans quel département on on empoisonne les gens avec un pesticide qui est interdit dans le monde entier? Nulle part. Juste ici, en fait. Et en fait le passé de la Guadeloupe est un passé violent. C'est un passé, d'esclavage, c'est un passé de colonial et en fait, c'est ce fantôme colonial, il est toujours là, il est toujours présent. Les inégalités sont toujours présentes. Elles ont toujours un rapport avec la couleur de la peau aussi. C'est pas quelque chose qui n'est plus d'aujourd'hui, c'est toujours quelque chose qui est toujours présent, heu et et tout ça, ça participe à une société violente et donc la société la le but, c'est pas du tout de venir ramener, les CRS ou le GIGN, ici, c'est de prendre le problème à la source. Ouais. Le problème à la source, c'est la misère. Tant qu'il y a de la misère, il y a de la violence. Et ce qui est compliqué aussi, c'est qu'il y a la misère, il y a comme tu dis aussi, cet idéal capitaliste où les jeunes, ils rêvent, d'avoir une grosse caisse et il y a l'argent facile de la drogue. Parce qu'on est aussi sur une plateforme finalement, hein. On est entre, la Colombie et tout ça, la Caraïbe, on est en plein milieu. Moi, des fois, j'ai un peu de mal avec l'histoire de l'argent facile de la drogue, dans le sens où, l'argent de la drogue est facile, simplement dans le sens qu'il est plus à portée. Ouais, Mais en soi, c'est pas facile. non, bah oui, non, C'est-à-dire ouais, bah oui, mais en fait, il est plus à portée. Et je pense que c'est aussi facile pour eux que pour quelqu'un qui grandit, dans le 17e à Paris, de trouver du taf, en fait. Bah, c'est-à-dire que, bien sûr, lui, ça il va prendre tout ce qui va être à portée de lui, ouais. à portée de ses mains. Donc il va faire ses études et puis derrière, il va avoir les choses à portée, il va les prendre. Eux, c'est pareil. En fait, ils ont rien d'autre que ça à porter, donc ils prennent ce qui est à portée, comme tout le monde. Ouais. Non, quand je dis c'est l'argent facile, c'est l'argent, ouais, le peut-être le plus facile à prendre. Oui, c'est ça. Idéal, ça veut pas dire que c'est, attends, enfin, Bah, c'est ça. ils risquent leur vie tous les jours, ouais. Ouais, c'est ça, c'est pas si facile, mais par contre, c'est à portée. Mais pour eux, c'est bien plus difficile d'aller chercher, autre chose qui n'est pas à portée, qui est beaucoup plus loin, Ouais. qui est, comme pour nous, par exemple, ce serait plus dur d'aller chercher de faire de l'argent avec la drogue parce qu'on Ouais. est plus loin, tout simplement. Et je discutais là-dessus avec, un producteur de miel, qui vit dans le Zion d'ailleurs, à Vieux Habitants et il me disait, ouais les jeunes qu'on voit là, avec leurs chaînes en or machin, ils disent qu'ils sont anti-système, mais au final, ils sont complètement dans le système parce qu'ils sont dépendants, ils veulent faire de l'argent pour avoir de l'or, ils se mettent des chaînes et finalement réellement, ils se mettent des chaînes parce qu'ils s'attachent à ce système-là qui les maintient là-dedans, alors qu'ils devraient donc lui, ce qu'il disait, c'est ils devraient juste décrocher et venir, bah, dans le Zion justement, aller marcher, respirer, prendre l'air et cetera. J'entends ce qu'il dit, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Hem, oui, selon le système, dans un système qu'on leur impose, heu, très difficile pour des gens qui sont, dans le manque, d'avoir cette lucidité-là et de prendre du recul par rapport à ça. C'est facile de prendre du recul sur l'argent quand on en a. C'est très difficile de prendre du recul sur l'argent quand on en a pas du tout et quand on en manque. Du coup, quand on en manque, on ne pense qu'à ça. C'est comme tout. Dès qu'on manque de quelque chose, on pense qu'à ça. Si on a faim, on pense qu'à manger et donc eux, c'est ça. Ils ont pas. Moi, à Washington, je crois, il y a des gars de 22 ans qui, chaque matin, ils redémarrent à zéro. Chaque matin, ils se demandent comment je vais faire 20 € aujourd'hui pour, faire telle chose. Donc tous les jours, on redémarre à zéro. Bien sûr qu'ils pensent à l'argent. Bien sûr qu'il a envie de vivre mieux que ça. Qui veut pas vivre mieux que ça? Après l'histoire des chaînes, c'est la chaîne en or, ça bon, c'est un côté bling bling, donc j'entends ce qu'il veut dire, mais c'est aussi un côté anti-système, la chaîne en or. OK? Parce que c'est garder son argent sur soi. C'est garder ses biens sur soi-même, Ah et ouais, pas passer par la banque. OK, dans ce sens-là. Il y a ça. Et l'argent, on le porte. On l'a et il est là. Notre valeur, on la garde avec nous, Ouais. sur soi. Moi, je vois ça comme ça.
OK, Plus que d'aller poser son compte en banque et qu'on aille, spéculer avec notre argent et on sait pas ce qu'on fait et puis après il faut aller quémander pour pouvoir sortir notre pour propre pouvoir argent. sauver l'argent. Ouais, là on l'a. On l'a OK, sorti intéressant, ouais, c'est bon, OK. et puis, l'or l'or c'est aussi un peu culturel, sur les Antilles. Enfin, je veux dire les Amérindiens et l'or, il y a une relation. C'était ça aussi l'or, la Guyane et enfin tous ces pays-là quand les colons sont arrivés et c'est là qu'ils ont découvert l'or. C'est quelque chose qui fait partie de la Caraïbe aussi, l'or donc ouais. Ouais, j'aime bien les jeux là, ça fait du sens. Si tu devais imaginer, tu fais Zion, 2042 quoi. Tu sais comme ils ont fait le revival de plein de films là, ça De à quoi c'est ouais, à quoi ça ressemblerait? Zion 2020, je sais pas. Franchement, c'est une bonne question. Franchement, j'en sais rien. J'évite de trop me projeter parce que j'essaie d'être positif et il y a pas mal de choses qui m'inquiètent OK. et j'ai pas trop envie de me concentrer là-dessus, bon type, l'IA et tout ça. En 2042, où sera la place de l'être humain si, si le profit, l'IA et cetera enfin continuent à progresser comme ça? En même temps, c'est toujours une histoire de contrebalancement. J'ai l'impression que le monde se polarise. Plus ça va, plus il y a des extrêmes. Plus il y a ceux qui plongent complètement dans le «système» entre guillemets, donc dans le profit, dans le capitalisme, dans l'IA et dans la déshumanisation et d'autres qui plongent totalement dans l'humanisation, dans la spiritualité, dans la nature, dans le retour à l'environnement et cetera et donc plus ça va, plus j'ai l'impression que ça se polarise, ça s'écarrisse. C'est clair. Où est-ce qu'on sera dans 20 ans? Franchement, je sais pas, hein. Je sais Ouais. pas. Moi, je pense que j'espère en tout cas en fait, le j'espère que la société occidentale, les choses vont se rééquilibrer, que la société occidentale va perdre son hégémonie, ce qui est déjà en train de le cas d'arriver, mais en même temps, qui ne sera pas remplacée par d'autres qui finalement auront pris l'exemple sur cette société-là pour en créer une autre qui sera exactement la même. Ah, j'aimerais que lorsque l'Afrique sortira et elle le sortira dans pas si longtemps que ça, qu'elle fasse surtout pas l'erreur de ce qu'a fait l'Occident, de promouvoir ces choses-là, mais qu'elle reste elle, c'est-à-dire qu'elle reste l'Afrique avec les valeurs africaines, qui sont propres à elle. Au final, l'Afrique au départ, c'est quand même, hem, une relation, à l'humain, à la nature qui est différente, qui est plus profonde, même dans la religion, à la base. C'est quand même des religions animistes au départ. Des religions où on où on se dit que Dieu est partout, c'est-à-dire que Dieu est dans l'arbre, Dieu est dans la personne en face de moi, Dieu est dans l'animal, Dieu est dans la terre et donc quand Dieu est partout, on coupe pas un arbre Fais pour rien. on fait attention. Ah oui, on tue pas quelqu'un, on coupe pas un arbre pour rien, on tue pas une bête pour rien, parce que Dieu est dedans. Quand on pense que Dieu est juste au-dessus et qu'il nous dit: «Sers-toi, tout est à toi», la vision du monde est complètement différente. Vous vous êtes passé le mot, non, j'ai reçu quelqu'un juste avant Ah toi, ouais? il me disait exactement Non, ben non, non, ouais, non, non, mais je rigole, mais c'est clair qu'en fait, ta façon de te représenter le monde, ta spiritualité, bien sûr, ça joue, sur ton bah, voilà, sur la vie et comment tu bien sûr. ouais, Si le je sais pas, si le monde entier était bouddhiste, par exemple, ce serait pas le même monde. non, il y aurait plus d'enfants. Il y aurait quoi? Il y aurait plus d'enfants. Il y aurait plus d'enfants? Maintenant les bouddhistes, ils ont tu sais, les moines bouddhistes, ah non, il y a juste les moines qui Ouais, je pense. en vrai, tu peux être bouddhiste et Oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est une vision du monde ouais, qui est différente et là, de toute façon, là, les religions monothéistes ont tellement été, on va dire, tellement été utilisées, ouais, ils ont été exploités. tellement exploitées, tellement modifiées, transformées, qu'aujourd'hui le message, heu, le message profond qui était à la base, un message fort et positif, s'est dilué. Mmh. Donc Ouais.
Il a été réutilisé. Oui, il a été réutilisé, donc après, ça aide, c'est un médium qui aide à atteindre la spiritualité, mais moi, en tout cas, c'est ma conviction à moi. Je pense que c'est pas des choses, qu'il faut, c'est pas comment dire? Une notice à appliquer à la lettre. Je pense que il faut aller chercher le sens profond de ce que ça dit. Ouais, ouais. Et quand on se penche là-dessus, ça dit que des choses positives, Ouais, ouais. mais bon. Oui, oui, c'est comme dans tout, hein. Il y a toujours une partie qui est réutilisée, pour manipuler et puis Bah, c'est ça, tu vas chercher la source et là, il y a des enseignements. En Afrique, je connais pas l'Afrique, mais c'est tout ce que tu me dis, ça me parle. Je sais pas si la société africaine mais d'ailleurs tu y vas ou tu y es allé? j'ai déjà été, il y a longtemps. Il y a longtemps. Ouais. La société africaine moderne, je sais pas si elle est pas déjà, en mode, capitalisme et Le problème du capitalisme, c'est que le capitalisme, impose le capitalisme partout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, soit on suit, soit on suit, soit on est dépassé, et soit les autres, avancent sans nous et du coup nous exploitent. Pour pas être exploité, il faut rentrer dans le jeu. C'est ça le problème du capitalisme, en fait. après il y a peut-être une façon de le vivre, de façon positive. Mmh. Parce que quelque part, là, tu vois la loi de la jungle qui existe, dans le capitalisme, si le problème peut-être c'est les gros conglomérats qui se forment, qui deviennent tellement puissants qu'ils peuvent plier des gouvernements ou des choses comme ça. Mais si tu veux l'aspect pour moi, du commerçant de quartier qui vend ses trucs, Bien sûr, l'artisan, tout ça, pour moi c'est un système qui fonctionne, bien sûr, il y a un juste milieu de toute façon dans tout. Moi, je suis pas un anti-capitaliste, je suis un anti, on va dire, capitaliste sauvage. ouais, ouais. Voilà. Je dis pas que le capitalisme, dosé peut pas trouver son équilibre, peut-être, mais le principe même du capitalisme de faire du profit, c'est ça le problème, et donc il faut le cadrer ça. Si c'est pas cadré, bah, forcément les gens vont toujours vouloir, Ouais, exploiter les autres, faire plus d'argent et cetera, et en fait mettre le en ouais, en bourse et faire mais oui, et puis le principe, de toute façon, en plus de ce système-là, c'est d'appuyer sur la faiblesse de l'être humain. Donc systématiquement, ce système appuie sur les faiblesses de l'être humain, il utilise la faiblesse de l'être humain pour exister, au lieu de chercher à élever l'être humain. C'est ça le problème. Si on a un système qui cherche à élever l'être humain, on ne peut pas, fonctionner dans le système capitaliste dans lequel on fonctionne aujourd'hui, c'est pas possible. Le système capitaliste, il va nous mettre, une voiture et à côté, une meuf en maillot pour nous vendre la voiture. Il va toujours appuyer j'ai la faiblesse des sur la faiblesse, il va toujours appuyer sur la faiblesse. La gourmandise, montrer des trucs, un Magnum ou enfin des choses qui vont être mauvaises pour la santé, mais ils s'en foutent parce qu'ils vont faire de l'argent avec. Ou McDo, ou ils s'en foutent, ils vont faire de l'argent. Donc ils sont prêts à tout pour faire de l'argent. C'est même le chlordécone, c'est ça, c'est du capitalisme, en fait. On est prêt à empoisonner les terres et les gens pour, faire des mais en fait, bénéfices. tu dis c'est le capitalisme, mais c'est surtout, l'avarisme quoi, de certains, enfin le côté greedy, je sais pas comment dire en français, mais tu sais, Ouais, mais pareil, le capitalisme, il se base sur l'avarice des gens, encore sur la faiblesse des gens. L'esclavage, c'est du capitalisme, en fait. On s'en fout on va trouver des excuses. On sait très bien que ce sont des êtres humains, mais on va dire que c'est des animaux, parce que ça nous arrange, parce qu'on va faire de l'argent avec, et tant qu'on fonctionne comme ça, on fonctionnera comme ça, qu'est-ce que tu imagines comme système qui pourrait fonctionner à la place? franchement, c'est pas mon métier, mais Je sais. c'est pas mon métier. Moi, je pense qu'entre le capitalisme et le communisme, il y a un juste milieu. Ouais, Problème du communisme, c'est pareil, c'est qu'il y a aussi les excès. ouais, c'est ça. Où finalement tu fais des États qui sont totalitaires et cetera, et puis les gens qui ont les commandes de l'État, ils sont corrompus, donc forcément, là, c'est pareil, ils ont plein pouvoir et du coup, bah, c'est la même chose, c'est un autre opposé. Je pense qu'il y a quelque chose au milieu. Ouais, 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 mettre des barrières, certaines frontières, des limites, Bah, là, cadrer, penser à l'humain en ouais, premier. Chacun peut, aller chercher, ce qu'il a à chercher, faire de l'argent, mais sans que ça impacte, la société et l'être ouais, humain. ouais, Ça, au moins, voilà, ça serait déjà c'est clair. qu'il y ait une redistribution entre les riches et les pauvres. Ouais. On le fait parce qu'en France, on paie des impôts, énormissimes, mais on ne sait pas où ça va. Impossible de les tracer, alors qu'en or Si ça sert à payer les intérêts de la dette qu'on a, ah oui, bah oui, vas-y. qui vont à je sais pas qui d'ailleurs. Mais ouais, non, c'est difficile quand on réfléchit à l'échelle des États. Mais c'est vrai que quand tu reviens sur l'échelle des humains,
C'est surtout le respect de la personne, Bah oui. et puis, Moi, ça me dérange pas de payer des impôts. Si je sais qu'en fait, mes impôts, ils vont, pour aider ceux qui en ont besoin, ça me dérange pas. Si moi, je vis bien ma vie, je suis bien et je dois payer les impôts, ça me dérange pas. Mais si tu me dis que tu me prends, 40 de ce que je fais et je sais pas où ça va et puis je vois tout le monde qui s'endresse en haut, je vois les gars, je vois qu'il y a de plus en plus de milliardaires, de gens qui exploitent les autres. Non, mmh, ça non. Je veux pas que mon argent il aille là. Mais si je sais que mon argent va dans les infrastructures, pour les jeunes de quartier, je sais que mon argent va dans l'éducation, dans la santé, ouais. tu vois? C'est pour Ouais, ouais, c'est pour ça que beaucoup donnent directement, en fait, avant d'être imposés. Bah oui, Tu fais des dons à des associations spécifiques que tu connais, que tu, ouais, c'est où tu mets ton argent du concret, et quoi. on devrait pouvoir suivre tout ça. C'est ce qui je crois que c'est en Suède ou en Norvège. Norvège, je crois que tu peux tout est clair, tout est affiché, Ouais. tu sais où tout va, où chaque centime va. Ah ouais, Ouais, ouais. et ça devrait être le cas, hein, Bien sûr, ça devrait être tu clair. vois? Parce que quand tu regardes les fiches de paye, tu dis: «Ah ouais, tout ça tout ça, c'est» C'est énorme ce qu'ils prennent, ouais, sans compter la TVA, tout ça, enfin tout ce que c'est énorme. ouais. Donc et puis il y a de plus en plus de problèmes. Donc c'est ça il y a de moins en moins d'argent donc Oui, oui, c'est pas comme si tout allait toujours mieux. bah oui, c'est ça que ça plus ils prennent, moins ça va bien donc Ouais, ouais, ouais. Il y a un truc qui cloche, ouais. Hem, OK, petite série de questions, rapides. mmh Tournage en mode guérilla ou mode grosse boîte de production? Aujourd'hui ou avant? Aujourd'hui. Un juste milieu, je pense. Je pense OK, garder l'esprit guérilla avec de l'argent. OK, c'est bon. Parce que oui, parce que il faut à un moment donné, il faut évoluer. Moi, le mode guérilla, je l'ai fait longtemps. Ouais, tu connais, Ah quoi. oui, Ouais, puis c'est fatigant, tout ça, puis tu gagnes pas ta vie. ouais, Donc le juste milieu, c'est-à-dire l'esprit guérilla avec les moyens. avec les moyens. Mmh. Excellent. T-Max ou vélo? Difficile ça. Alors moi, je suis pas forcément un gros adepte du T-Max, même si j'en ai un. Moi, je suis plus moto. Moi, je suis un gros fan de moto. Ta question est quand même difficile parce que j'aime beaucoup le vélo aussi. J'aime bien sortir en vélo. Je peux pas te dire entre les 2 à chaque fois donc là, je vais dire vélo. OK. Ouais, je vais dire vélo. Hem, Rivière ou place publique? En rivière. Rivière. Mmh. Soirée, Gwoka ou festival musique? Ah, je vais dire festival, en vrai. Dire festival. Non, j'adore le gros cas, mais j'adore ça. En fait, j'aime les 2, ça a rien à voir, hein. Ouais, ça a rien, Mais ouais, je dirais festival juste pour, la diversité, ouais, pour chiller avec les potes. Mais c'est vrai que le gros cas, il y a quelque chose, moi j'adore ça. J'adore aller dans les roses, tout ça, j'adore ça. OK. Tu joues un petit peu au Non, gros cas, pas trop. J'ai fait beaucoup de percus, hein. J'ai fait 10 ans de batterie et tout ça, de OK. percus, donc mais c'est vrai que je veux m'y pencher un peu dessus, là. Donc sur le gros cas, vraiment, parce que je faisais un peu de djembé, des trucs comme ça, pas mal de j'ai envie de m'y pencher, ouais. Ouais. Donc moi, j'adore ça, vraiment, c'est ah non, ouais, je vais dire gros cas, je sens va. Ouais, je vais dire Festival Gwoka. allez, toi, Sainte-Anne, ouais, stylé le gros cas, là, incroyable. Heu, OK, super. Si tu ouais, je t'ai pas demandé, tu as, des mentors, des personnes qui t'ont vraiment inspiré à faire ce que tu fais? Ouais, alors mon mentor, ça veut dire que j'ai un contact avec eux. Ouais, c'est 2 questions en fait en une. Ouais, Tu raison. des gens qui m'ont inspiré, bien sûr. Tarantino, Ah ouais? Mmh. ouais, même si mon cinéma a rien à voir avec le sien, mais Tarantino, c'est un des seuls où quand j'allais, dans la salle de ciné, je ressortais, je me disais à chaque fois, «Ah le bâtard». Je sentais, je disais: «Tu sais, il arrive toujours à me prendre à contre-pied, Ouais, c'est clair. à chaque fois». Et donc il m'impressionnait vraiment, quoi. Mmh. Vraiment, je me disais: «Il avait vraiment un truc qui est très particulier, Ouais. une manière de raconter l'histoire de toujours créatif, quoi». Et ouais. L'humour aussi, Et hein. ouais, l'humour, mélange de tout, en fait. C'est un mélange des genres, un mélange des styles, ouais, c'était donc ouais, Tarantino, il y a La Haine qui m'a beaucoup, inspiré Mmh. aussi. La Haine qui m'a presque donné envie de le faire parce que ça m'a paru plus accessible.
Ah ouais, OK. La haine, je me suis dit: «Je peux le faire». Ah ouais, Ouais. OK. Que je voyais un Tarantino, je me disais: «Non». Ouais. Mais je me disais je voyais la haine, c'était plus proche de moi. Je me dis: «Je prends une caméra, je peux aller, raconter des histoires comme ça, c'est l'art». 3 acteurs comme Ouais, ça. ouais. Ouais. Donc la haine, ça m'a vraiment donné envie d'en faire. Et après en mentor, j'ai rencontré plusieurs personnes sur mon chemin, mais j'ai rencontré Zane Palsy qui m'a qui m'a un peu guidé au début OK. sur, quand je savais même pas écrire un scénario, Ah ouais, ouais. sur comment, mettre en page et cetera, sur ce que c'était que le cinéma. Hem et puis j'ai rencontré, Mohamed Hamidi, qui était un voisin en fait de chez mes parents à Bondy. D'accord. Je savais même pas qu'il habitait là en fait. Et puis quand j'ai fait mon premier court métrage, mon père est tombé sur lui par hasard. Il lui a dit que je faisais mon premier cours, avec mon 5D dans la main, comme ça à l'arrache. Il a dit qu'il avait envie de voir. Du coup, il a regardé mon premier montage et puis, il a vu que j'avais du potentiel et du coup, lui m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé, sur ses retours. C'est-à-dire qu'il me faisait des retours sur l'écriture, il me faisait des retours sur les montages, tu vois? Sur comment rythmer, le film. Ça sert à rien, là, et ça blablate pour rien. Et il était comme ça et puis il parlait sexe sans Ouais, ouais, ouais. voilà, il me disait: «Désolé, hein, j'ai pas le temps de te machin, mais bon, ça c'est bien, ça, je pense que» tu vois? Et du coup, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a aidé aussi à me remettre en question, à savoir écouter, à prendre les retours, quand bien même ils ne sont pas super agréables à entendre. Ah ouais, ouais. Mais ouais, ouais, parce que, ouais, force est de constater qu'en fait, il avait souvent raison. Au début même, les choses qui me dérangeaient, que je me disais: «Mais non, qu'est-ce qu'il raconte?» tout ça. Moi, je prenais un peu de temps, je me disais: «Putain, merde, il a raison». Et donc du coup, ouais, il m'a beaucoup aidé, par rapport à ça. Et puis, quand je suis reparti habiter en Guadeloupe, c'est lui qui m'a dit: «Ouais, mais pourquoi tu retournes? Pourquoi tu vas en Guadeloupe? Et le cinéma, c'est ici, c'est à Paris et cetera». Je lui ai dit: «Ouais, mais c'est pas grave, je la Guadeloupe m'appelle, j'ai besoin. Ah ouais, Ouais, OK. je peux pas rester ici». Donc je suis parti et puis, j'ai écrit Timouna. J'ai fait, j'ai fait Timouna, du coup, mon premier court métrage produit. Et quand je suis revenu, lui montrer le montage de Timouna, il m'a regardé, je me rappelle qu'il m'a regardé et qu'il m'a dit, «Bon là, il commence à y avoir du niveau». Ah OK. Ouais. OK. Et il a dit: «Termine ton film et je vais le montrer à Jamel». Il bossait avec Jamel à ça. Timounao. Timouna. Oui, il était pas encore complètement, fini, tu lui as montré, Ouais, ouais. ouais, et il m'a fait 2-3 retours aussi, je crois, sur le montage. Ouais. Et puis quand j'ai fini, je l'ai étalonné, tout ça, je lui ai envoyé le lien. Il a montré à Jamel. Et puis je me rappelle un soir, j'étais à côté, là, j'étais à Grand Camp, j'étais à La Plaine. J'étais à l'entraînement de basket de mon fils et puis je reçois un audio de Mohamed, avec Jamel derrière qui parle et tout et qui dit: «Ouais, ramène-le-moi et tout ça et tout, je veux le voir et tout». Waouh! Et donc voilà. Et à partir de là, j'ai rencontré Jamel et c'est lui qui m'a poussé à faire Zion, en fait, parce que je voulais faire un autre film. Ah ouais? Mmh. Il Et m'a dit: «Non, non, cette histoire-là du bébé dans le cabas, c'est ça qu'il faut que tu racontes». ouais, ouais, bah, il a bien vu. Mais il avait bien vu. Ouais, Il a ce truc-là il a une bonne intuition là-dessus, il ressent bien les choses et ouais, d'accord. il m'a poussé à faire ça. Et lui, ça lui a peut-être parlé aussi en tant que, d'origine marocaine en France, parler de ses racines et Bien sûr, ouais. Et puis, en tant que gars ancien gars de quartier aussi. ouais aussi. Parce que ce qu'il disait souvent, c'est que la, mmh, quand tu as grandi dans des quartiers, finalement, tu es sensible à tous les quartiers du monde C'est vrai, ouais. et que ça s'est vu avec, la Cité de Dieu. La Ouais, Cité de Dieu, ça a marqué toute une génération de banlieusards. Tous les banlieusards ont été marqués par la Cité de Dieu et pourtant, ça a rien à voir, les favelas, de Rio avec, la banlieue parisienne. Mais tout le monde a été marqué par ça. ouais. Magnifique ce film, hein. Ouais, ouais. Mmh. Et mais c'est vrai, en fait, là, tu me parles de ce film-là et il y a des rapprochements avec le tien aussi. Ouais. Et bah, d'ailleurs, c'est le retour qu'avait fait, Cinématiseur, je crois. Et c'est ça qu'on l'avait marqué dans la bande annonce. Elle dit: «Entre la haine et la cité de Dieu». Exact, voilà. Un petit OK, ouais, ouais, ouais. Excellent. On arrive bientôt à la fin de l'émission. Si tu avais, un conseil à donner, aux jeunes d'ici qui veulent se lancer, parce que là, tu as un parcours qui a fait, mais tu as pas commencé hier non plus, ça a l'air d'être du jour au lendemain, mais ça fait des années oui. que tu bosses. Mmh. Qu'est-ce que tu donnerais comme, conseil? De travailler,
de travailler, de se remettre en question parce que c'est la base de la remise en question. Faut se remettre en question tout le temps. Ça veut pas dire ne pas avoir confiance en soi, hein. Ça veut dire être capable de, de faire silence, de s'écouter. Parce que quand il y a des gens qui vont faire des retours, quand bien même ils soient que ce soit des spécialistes ou pas, des gens qui connaissent vraiment le cinéma ou des gens qui ne connaissent pas, heu, il faut écouter le retour et ensuite, il faut écouter à l'intérieur si le retour résonne ou pas. Et ça, faut réussir à prendre du recul, à faire silence et pour entendre vraiment si ça résonne. Si ça résonne, c'est que la personne a raison dans ce qu'elle dit, pour nous en tout cas, OK. et qu'il faut prendre en compte ce qu'elle nous dit. Si ça résonne pas du tout, il c'est pas grave, faut laisser Faut pas passer. écouter, ouais. Mais faut bien dissocier. Est-ce que ça résonne pas parce que c'est notre ego qui bloque? Mmh. Ou est-ce que, ça résonne vraiment pas parce qu'on se dit: «Non, c'est pas ma Comme vision, ouais, c'est pas moi, ouais. c'est pas ce que je veux raconter». Ça, c'est un truc qu'il faut apprendre. C'est vraiment, heu, mettre son ego de côté. L'ego, moi, j'en parle parce que j'en ai, je sais de quoi je parle. L'ego, c'est quelque chose dont il faut vraiment il faut vraiment faire attention à l'ego parce que l'ego, ça peut vraiment être un démon. Piège. Ah oui, Et en même temps, c'est quelque chose qui te booste. ça booste quand c'est utilisé comme un outil, Ouais, mais c'est très difficile ça. ouais. Moi, je fais souvent un peu, l'allégorie, avec, comment ça s'appelle? Avec, Naruto. Dans Naruto, il y a Naruto, Kyuubi. c'est, Naruto, c'est un manga avec un petit, qui, dans un village, en fait, et qui rêve d'être Hokage. Et Hokage, c'est le chef du village, c'est le ninja le plus puissant du village. Et il rêve d'être, le ninja le plus puissant. Mais personne vraiment porte attention à lui, le calcule et cetera. Il est un peu rejeté par tout le monde. Et il apprend qu'en fait, il est rejeté par tout le monde parce qu'il y a eu un démon à l'époque qui a attaqué le village et qu'en fait, ce démon-là, ils l'ont scellé à l'intérieur de lui. mmh, Et donc tout le monde le rejette pour ça. Et mais en fait, ce démon-là, c'est le renard à 9 queues, c'est Kyuubi, on l'appelle Kyuubi. Et en fait, c'est un peu une métaphore de l'ego. Parce que ce démon qui est à l'intérieur, s'il commence à sortir, à prendre le contrôle, en fait, il nous dévore. Et par contre, quand il est contrôlé, ça lui donne une puissance incroyable et qui fait qu'en fait, il va devenir le ninja le plus puissant. Mais s'il se laisse manger, il se laisse manger. Donc en fait, il y a un truc comme ça dans l'ego, qu'il faut réussir à doser. Moi, avec l'âge, j'apprends tous les jours à essayer de le doser. Bien sûr, ça nous permet d'avancer, d'être fort dans la société, mais ça peut être vraiment un handicap aussi. est-ce que, comment tu fais toi pour, justement, maîtriser ton ego? Tu fais de la méditation ou tu vas marcher justement? Moi, je sais que justement, je vais marche dans la nature, ouais, marcher 2 heures, hein, si je suis énervé, ça me calme. Bien sûr, ouais, ouais. Moi, je médite, quasi tous les jours Ah maintenant. ouais? Ouais. Ouais. Ça me permet de me recentrer et d'écouter un peu ce qui se passe à l'intérieur. Parce on a trop tendance à ne pas s'écouter finalement et finalement on est des êtres intuitifs. On a de l'intuition, mais en fait on s'écoute pas. Et parce que c'est pas facile de savoir s'écouter, savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment à l'intérieur. Ouais. Hem, c'est ça qu'il faut quand on arrive à faire silence en fait et qu'on arrive à entendre ça, en fait on se rapproche un peu de ce qu'on est réellement, c'est-à-dire de notre âme, on va dire. Et quand on se tait, en fait, on peut percevoir un peu ce qu'elle nous raconte, ce qu'elle nous dit. Ouais. Et donc en fait, savoir où est-ce qu'on a envie d'aller, qu'est-ce qu'on a envie de faire. C'est ça qu'il faut suivre. Si on va à l'encontre de ça, on va à l'encontre de problèmes en général. Donc et souvent on le fait parce qu'en fait, on suit notre mental. Et l'ego, c'est l'identification au mental. Mmh. C'est pour ça que l'ego est dangereux. C'est l'identification au mental et plus tu vas vouloir, hem, détruire l'ego, plus l'ego va réagir pour pas mourir. Donc Ouais, c'est c'est un combat qui est c'est un combat sans être un combat. Faut justement pas réussir à peut-être pas rentrer dans le combat, mais dans l'acceptation de ce qu'il est, mais OK, il faut le laisser parce que des fois on a l'impression que notre voix intérieure quand on parle, c'est nous-mêmes qui nous parlons et c'est souvent notre mental qui nous parle. C'est pas nous. ouais.
c'est pas nous et parce que notre mental, il nous veut pas forcément du bien. Il nous dit plein de choses négatives. «Ouais, tu été nul là, t'aurais dû faire ça comme ça, tu machin», il est dans le regret. Le mental il est jamais dans le moment présent, alors que la vie se passe là et le mental, il est soit en projection dans le futur, soit en regret dans le passé, mais il est jamais maintenant, donc c'est pour ça qu'il faut pas l'écouter. Ouais. Et quand on arrive à prendre cet écart, ce recul sur le mental, on arrive à lui donner beaucoup moins d'importance. Mmh. Ouais, ouais, il y a prendre toute la puissance justement du moment présent et de tout ce qui Vas-y. s'y passe et Ouais ouais. et c'est tout le sens de la spiritualité, en fait, de réussir à faire ça, de se recentrer, de ressentir, qui on est vraiment, au fond, quoi. Et donc, pour revenir sur ta question sur les jeunes, il faut apprendre à faire ça, c'est-à-dire à mettre son ego de côté, hem et de s'écouter pour savoir où est-ce qu'on veut aller. Ça, c'est notre ligne, mais il faut pas que l'ego parasite les retours qu'on va parce qu'il y a des gens qui vont nous faire des retours qui vont pas être agréables à entendre. Ça veut pas dire qu'ils sont faux. Ça veut juste dire qu'ils nous piquent quelque part et souvent, quand ils nous piquent, C'est pas pour rien. c'est pas pour rien, c'est qu'il y a quelque chose de réel. Moi, par exemple, les critiques m'atteignent pas du tout. Ouais. Non. Le critique des gens, il y a des gens qui critiquent Zion, qui disent plein de choses, ça m'atteint pas. Tant que ça résonne pas à l'intérieur, ça ne m'atteint pas du tout. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur Zion. Les choses qui vont m'atteindre, c'est quand elles vont résonner. Et là, je vais me dire: «Ah, Merde. ouais, ouais, ça me pique parce que je pense qu'il a raison» et je suis en accord avec ce qu'il dit. Du coup, je me dis: «Ouais, là, j'ai Il faut avoir l'humilité de se dire: «OK». Des fois, ça prend une journée ou 2 hein, ou un petit peu de temps et ouais, ou plus, mais ça, c'est pas grave. En fait, ça, c'est en fait, la remise en question, il faut la faire, hein. Faut pas sinon on n'évolue pas. ouais, On reste bloqué. Donc, faut toujours se remettre en question, de se dire: «Voilà, moi, je pense que peut-être qu'il a raison, je vais analyser, je vais voir» ou, mais faut évoluer, faut changer. Faut pas si tu restes bloqué dans la même personne, tu vas jamais, et ça, c'est l'ego qui fait ça et du coup, c'est pas du tout de la confiance en soi, ça a rien à voir. ouais, Ça a rien à voir avec la confiance. ouais. Ouais, non, tu peux être très confiant et avoir ton ego Bien sûr, ouais, bien sûr. Juste l'ego bien placé ouais, et avoir beaucoup de confiance, mais tu vois des gars comme Jamel, par exemple, c'est des gens qui ont de l'ego, sinon ils ne seraient pas là. C'est-à-dire qu'on sent qu'il a de l'ego pour faire les choses, pour avancer, mais par contre, il écoute beaucoup. ouais, ouais. Tu lui parles, tu sens il prend en compte. Tu sens qu'il se remet en question systématiquement, tout ça. Souvent les grands musiciens, les grands artistes et cetera, c'est les personnes les plus humbles et les plus à l'écoute. Alors je parle pas des vedettes internationales, j'en connais pas, mais j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient un certain niveau et en fait, c'est drôle parce que souvent on observe que l'ego, il est souvent là chez des gens qui sont encore en train d'essayer de se placer ou de se construire et Bien sûr. passer un certain niveau aussi, tu as Les sages, on sent pas leur ego. L'ego, il est de toute façon, le bouddhisme, c'est un peu ça, hein, c'est la dissolution de l'ego aussi. Donc les sages, un sage, il va pas chercher à avoir raison. ouais, Par exemple, c'est l'ego qui va avoir raison. Mais nous-mêmes, en fait, on s'en fout d'avoir raison. Quelqu'un qui va te dire: «Oh non, mais moi, je te dis, je pensais comme ça». On va te dire: «OK, ouais, ouais, c'est ça, ouais. c'est tout». Il y a pas Pas été fais-toi. montrer ou quoi, ouais, ouais. Il y a pas à se battre avec toi. Mandela, quand il faisait des débats, il il disait, il écoutait le point de vue de la personne développait autant qu'elle voulait et il répondait derrière et après quand la personne voulait répondre, il disait: «Non, stop, ça y est, c'est fini. Tu m'as dit ce que tu avais à me dire, j'ai dit ce que j'avais à dire et maintenant C'est bon. chacun repart avec ça». Ouais, on passe à autre chose. Voilà, chacun repart avec ça, tu travailles sinon on va rentrer dans quelque chose de Oui, oui, bah, je veux te convaincre. Je cherche pas à te convaincre, je t'ai dit je donne juste mon point de vue. ouais, fais-le, digère et ouais, C'est c'est ça. intéressant. Ouais, ouais. Beh, c'est un conseil, haut niveau que tu donnes là. Bah, ouais, après il y en a d'autres, hein. Il y a évidemment d'être exigeant. OK. D'être exigeant et ça revient avec la remise en question aussi. Mais donc faut toujours être exigeant, c'est-à-dire on progresse tout le temps. Ça Aller c'est aussi chercher, c'est pareil, ça fonctionne avec l'humilité aussi. L'humilité, c'est ça, tu me parlais de grands musiciens, de Miles Davis par exemple. De Miles Davis qui était de grands Miles Davis, à la fin de sa carrière, il prend des Marcus Miller qui ont 22 ans, ouais, 20 ans, 22 ans et il compose avec. Parce qu'il dit: «Mais, pourquoi, ouais il a 22 ans et et alors? il est talentueux, il pourrait en avoir 15 et lui il en a 70 mais c'est pas grave. Il prend pas ça avec son ego. Ouais, ouais. Il est bon et il a fait un des meilleurs albums, Tutu, avec lui,
Voilà et c'est ça qui fait qu'en fait, on devient bon. Les gens bons, ils arrivent à s'entourer de gens meilleurs qu'eux. Ils ont cette conscience-là, Ouais, complètement. de dire, «OK, moi je prends un tel parce qu'il est meilleur que moi». Moi, je déteste prendre des gens qui sont, moins bons que moi dans leur domaine ou alors je me dis: «Je serais capable de le faire». Ouais, Non, ouais, si je te prends dans là-dedans, c'est que tu es meilleur que moi. la personne va t'apprendre des trucs. Bien sûr. Mmh. Donc il y a ça. Il y a évidemment le fait de, mmh, de travailler l'écriture. Ça, c'est quelque chose qui pêche beaucoup chez nous. Ah ouais, Ah oui, oui, travail de l'écriture? travail de l'écriture, ouais. C'est la base de la base de la base de Ah la ouais? base. Ouais, ouais. Ouais, bah, là, je sors de jury de festival, je le vois et je l'ai toujours vu de toute façon. Heu, c'est ce qui pêche, c'est ce qu'il y a de plus dur. Un film, c'est pas une belle image. On Une on histoire? s'en fout en vrai, ouais. Ouais. C'est une histoire. Qu'est-ce que tu me racontes, dans ton film? Comment tu me le racontes? Tu peux me faire une image, tournée avec ton téléphone. Moi, ce que je veux voir, c'est comment tu me racontes. Qu'est-ce que tu me racontes? Mmh. Et donc écrire un scénario, c'est très difficile. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça, Comment t'as appris ça? tout seul. Ah ouais? Ouais. À force de tu regardé beaucoup de films, j'imagine? Des films, T'as lu des j'ai livres? lu des bouquins. Ouais. Ouais, j'ai lu des bouquins là-dessus. J'ai écrit beaucoup de scénarios, en vrai, hein. J'en ai plein la plupart, je les ai pas faits. Mais, et j'étais persuadé à chaque fois d'avoir écrit Le truc, le prochain chef-d'œuvre, ouais, ouais. Et quand je relis ça maintenant, je me dis: «Putain, c'est nul», tu vois? Donc, non, non, c'est, on va tu feras pas tu écriras pas Retour vers le futur, sur ton premier scénar, hein. Mais il faut, comprendre comment ça se structure. Ça se structure un scénar, une narration de cinéma, ça a une manière de c'est pas écrire une rédaction quoi, ça a rien à voir. C'est pas non plus partir d'un concept et dire: «J'ai un film». Parce que tout le temps, tout le monde dit ça: «Ouais, j'ai tout le temps plein d'idées de films». Mais une idée fait pas un film. oui, oui, c'est clair. Mais, tu pars d'une idée, tu feras jamais un film. De cette idée-là, ce qui est très dur, c'est d'en faire un film justement. Et L'exécution, mmh ouais, et à chaque fois, moi, je crois que ça va être plus facile et à chaque fois et à plus dur. chaque fois, c'est toujours aussi dur. C'est toujours aussi dur. Donc, moi, je leur dis vraiment de se pencher là-dessus. L'écriture de scénario, parce que ton scénario, s'il est bancal, ton film sera bancal. Mmh. Il y a pas je veux dire, même si non, ton film sera bancal. Il y a pas d'autre solution. Tu pourras pas rattraper en réalisation ce que tu as pas fait sur le papier. Ouais. C'est pas possible. Après en réal pur, après c'est la direction d'acteur et tout ça, mais ça va avec l'écriture en général. C'est-à-dire que quand tu écris, tu visualises déjà Mmh. bien tes personnages, tu Ouais. arrives à les comprendre et Même les bons scénaristes, quand bien même ils sont que scénaristes, bien sûr, ils se projettent, ils visualisent des choses et tu as des scènes, il faut qu'elles soient cohérentes. Et ton l'arche de ton personnage, son évolution, il faut qu'elle soit fluide, il faut qu'elle soit plausible. Ce qui lui arrive doit être plausible, mmh sinon on va bloquer. Je veux dire, si jamais, je dis n'importe quoi, mais, toi je sais pas, tu me dis, «Oui, ton film, j'ai trouvé qu'il était moyen», dans un film, hein, et puis moi, d'un coup, je me jure et je commence à te frapper. On va dire: «Mais c'est quoi cette réaction?» Ouais. Et elle est pas plausible la réaction. Il devrait pas réagir comme ça, tu vois? Et ça s'écrit, Mmh. tu comprends? Ouais, ouais, ouais. Ça s'écrit. Ou alors soit tu veux raconter un mec, un fou qui a un vrai problème psychologique Oui, c'est ça, oui. et du coup, ouais, ça va avec les personnages, soit sinon ça n'a aucun sens. Donc en fait, il faut que tu amènes et c'est ça qui est difficile. Ouais. Ça se passe vraiment en subtilité d'amener ton personnage, à mesure et qu'il y ait une narration. Ça, c'est la base. Oui, oui, ça a un temps, Ça, c'est du taf, mais taf. Mais bon, il faut lire des bouquins pour ça et tout et puis il faut travailler. le travail. Ouais. Ça et puis voilà, la direction d'acteur, tout ça, mais bon ça après, j'ai envie de dire ça vient après, la mise en scène et tout. D'abord, c'est le Le ta papier, oui, OK, OK, OK. la matière première. Ouais, OK, c'est excellent. Dernière petite question avant qu'on se quitte. Ça serait quoi, c'est quoi ta place dans la nature en Guadeloupe où tu aimes aller, te ressourcer? Heu, J'aime tout, hein. J'aime la forêt, j'aime la mer. Je déteste les plages où il y a du monde. Ça, c'est un truc, j'ai habité à Sainte-Anne et tout, mais là, aujourd'hui, Sainte-Anne, j'ai vraiment du mal. Enfin, je vais à Sainte-Anne, mais j'ai un pote enfin, je me dis qu'il y a personne, tu vois? OK, Mais j'ai du mal j'aime pas trop me baigner quand il y a trop de monde. Enfin, j'aime pas les endroits touristiques, en fait. Enfin, le tout côté touristique, c'est pas un truc que ouais, j'apprécie. Mais j'aime la campagne. J'aime, ouais, j'aime être posé, j'aime les arbres, j'aime les flamboyants, j'aime les fromagers, j'aime tout ça, quoi. Non, en fait, ouais, ouais. Donc, non, ouais, 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 la forêt. La forêt, je pense que c'est vraiment là qu'on ressent la nature de manière la plus puissante. ouais.
Mais j'aime aussi les endroits dégagés. J'aime bien voir loin, OK. tu vois? Donc la campagne ou la mer, enfin, Ouais, voir de la le mer. bord de mer. Ouais, un bord de mer, pas forcément une plage paradisiaque, mais de voir la mer, par exemple, et pouvoir projeter mon regard très loin, voir les Saintes, voir Waouh, Marie-Galante, voir la Dominique, et cetera. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ouais. excellent. OK. Beh, Nelson, merci beaucoup. Ah, merci à toi. C'était un plaisir Pareil, partagé. et bah, je te souhaite tout le succès, tu mérites pour la suite. Tu es déjà en train de préparer, sérieusement, On travaille et ouais, et encore une fois, c'est voilà, je me confronte encore au même problème, c'est-à-dire à l'écriture. C'est toujours, c'est jamais facile et sur Zion, il y a eu des erreurs faites au scénar et donc c'est des problèmes que je me suis pris de pleine face au montage ah OK, et à la donc fin, ah oui, oui et derrière, c'est c'est compliqué à ah ouais, c'est donc pas ça s'est pas trop senti. non, au final, on s'en est sorti, Ouais, mais on a vraiment fait des tr ouais, on a fait des trucs, retourné des choses dans tous les sens des fois et ça, c'est des problèmes de scénario. Mais moi, je reconnais qu'il y a des endroits où je me suis planté. mais donc on a hâte de voir les prochains parce que là, déjà, tu as commencé avec ce long métrage à un niveau bien high, donc tu t'améliores, tu bosses en plus, donc voilà. Et je bosse, je sais que je ferai des erreurs et ça aussi, c'est important pour les jeunes de comprendre qu'ils ont fait des erreurs. Mais le but, c'est de faire. C'est de faire, mais d'essayer de faire bien. Parce que les gens font ici, en Guadeloupe, c'est vrai, ils font, mais ils partent sur une impulsion artistique, comme si on allait peindre un tableau ou faire un son. Mais le cinéma, Faut le penser à la ouais, c'est l'architecture. ouais, ça, c'est une architecture, c'est un travail à faire. Et on peut pas passer au-delà de ça, sinon on fera pas un bon film. Et donc voilà, c'est Tu te vois coacher des jeunes d'ici là? Tu des demandes? T'as des enfin, j'imagine tu as plein de demandes, mais est-ce que tu vois des personnes qui ont du potentiel que tu pourrais pour l'instant, je me penche pas trop dessus parce que j'ai pas beaucoup de temps. Je me concentre vraiment sur le fait en fait, j je me dis que, pour l'instant, je suis plus utile ouais, en faisant et en donnant une direction, en montrant que c'est possible, en ouvrant les portes, qu'en accompagnant, ouais, pour le moment. Donc je me concentre vraiment sur, faire. Mais j'ai créé Black Moon Film, qui est ma société de production avec Axel. On a coproduit Zion et là, on va passer en prod délégué sur le prochain, et cetera. Mais le but de Black Moon, à la base, c'est de pouvoir aussi, faire sortir des talents, de chez nous et de OK, la Caraïbe. OK. Donc évidemment que moi, j'ai envie de voir des jeunes, talentueux, mais ça démarre toujours avec la même chose, le papier. Donc pour que nous, on suive Renouveler la copie. voilà, pour que nous, on suive, on ne peut pas juste se dire: «Ah ce petite ou cette petite, elle est intéressante». Il y en a qui sont intéressants, bien sûr, mais après, qu'est-ce que tu nous présentes Concrètement, ouais. concrètement? Voilà. C'est intéressant, mais derrière, il faut que tu nous ramènes quelque chose où on se dise: «OK, il y a la capacité d'aller faire un court métrage» et je parle d'un court, hein. Et c'est pareil, un court métrage, c'est pas juste une idée, il Mmh. faut le structurer. Donc si on y croit, on se dit: «OK, on peut y aller», mais c'est sur le papier que ça va pas se passer. C'est ça. Et pour le moment, on n'a pas encore, après Axel, lui, il a beaucoup de propositions. Moi, je les vois pas. Il me les amène que quand il pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Il me présente, il dit: «Regarde ça et tout, qu'est-ce que tu en penses et tout?» Mais de manière générale, il sait que comme là, je suis concentré sur, le reste, voilà. C'est pas le timing, quoi. Non, c'est pas encore le timing, mais non, c'est mon objectif clairement, de pouvoir pousser, Ah ouais, oui, bah, oui et j'ai même d'autres, envies, c'est-à-dire de pouvoir faire des formations sur place. OK. Hem, alors pas forcément une école, ça peut-être plus tard, mais en tout cas déjà dans un premier temps, faire des formations, utiliser mon réseau Ouais, pour faire venir des intervenants vraiment de qualité carrément. et créer des formations. Ça, on a besoin de ça ici, Là, faire venir mmh, des pros d'ailleurs, c'est une masterclass ou des trucs spéciaux. voilà, des masterclass ou même des formations d'une semaine, 2 semaines Ah ouais, ouais, OK. et voilà, et ça, je sais que j'aurai la possibilité de le faire et c'est quelque chose que je veux mettre en place. Excellent. Voilà, Merci Nelson, merci à toi. je te souhaite tout le succès que tu mérites. J'ai déjà dit, je le répète
Et je vous dis à tous merci d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout. Merci de nous faire part de vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, c'est ça qui nous aide. On est indépendants et on veut le rester. Et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Régénération Caraïbes, le podcast.